Donc il a voulu constituer des équipes parallèles. Le pouvoir de l'époque, nous et les autres, c'est ce qu'on raconte, ils ont exactement compris la même chose. Ils ont compris la même chose et ils l'ont complètement isolé. On l'a complètement coupé de la réalité sociale, de la réalité politique du pays, même en termes de sortie par exemple. Au contraire, les sorties, c'est eux qui lui ont conseillé de sortir. Alors qu'il ne fallait pas sortir. Il ne fallait pas sortir. Raconte-nous ces sorties. Combien de sorties a-t-il fait? Il a fait Ain Temouchent, oui, pour le lancement du APN. On avait même à l'époque parlé, et la rumeur circulait qu'après, qu'il allait être assassiné, qu'ils soi-disant ils avaient trouvé une bombe ou artisanale. Oui, fait le Jama, etc. La veille de l'Aïd. Oui, oui, c'est vrai. Soi-disant on voulait l'assassiner, etc. Oui, c'est un avertissement. C'était un avertissement. Un avertissement, c'est la première fois. Donc, premier voyage à Ain Temouchent pour le lancement du RPN. Après, c'était la finale de la Coupe d'Algérie à Oran. JSK contre Chlif. 1-0 pour la GSK. 1-0 pour la GSK. Voilà, du moment où nous sommes en pleine Coupe du Monde. Il a remis la coupe à Adrien, je crois, le capitaine à l'époque. Oui. Et puis après, c'était la sortie à Fatal de Ainaba. Raconte-nous cette sortie. Est-ce que vous... Mais à l'époque, parce qu'à l'époque, bon, Nozar à la tête de l'armée, le ministre d'Intérieur, c'était Arabi Bekri. Ce sont grosso modo les hommes clés du pouvoir de l'époque ne pouvaient pas accepter quelqu'un comme Bouteflika, c'est ça. Et lui aussi, il ne pouvait pas tolérer des hommes comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait deux républiques en fin de compte. Deux Algéries. L'Algérie de Bouteflika et l'Algérie du pouvoir. Non, je pense pas. Je pense pas. Bon, mon père, je t'ai dit, quelques mois après, il a compris qu'on est en train de le gêner un peu dans son travail. Oui. Donc, ce qu'ils lui ont promis au départ, c'était complètement faux. Donc, c'est normal qu'il a créé des gens qui travaillent en parallèle pour avoir les vraies informations. Pour les sorties, je ne pense pas qu'il a pensé un instant qu'il allait être assassiné, c'est pas possible, je ne pense pas. Bon, il s'est dit que bon, c'est sûr qu'on va essayer de faire quelque chose, mais bon, ça ne va pas peut-être arriver. Et si ça arrive pas, bon, c'est le destin, quoi. Raconte-nous son voyage à Annaba. Tu étais au courant, toi? La famille était au courant qu'il allait partir à Annaba? Oui, bien sûr, parce qu'il devrait inaugurer un salon des jeunes. C'est un salon national. Salon national, où il a été représenté. Et on a vu que ni le ministre de l'Intérieur, c'est qui? Ali Bekri, oui. Alors que sa présence était indispensable, oui. Ni les services de sécurité, soit le général Tofek, soit le général Smaïn étaient représentés, ni le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui à l'époque c'était Leïla Aslaoui. Leïla Aslaoui était ministre de la Jeunesse et des Sports à l'époque. Oui, elle n'était pas présente. Il inaugure un truc pour les jeunes et le ministre non. De la Jeunesse, il ne vient pas. D'accord. Pratiquement, il n'y avait personne, quoi. Il était avec qui? Il était parti avec qui pratiquement? Même les membres du ACE, il n'y avait personne, il n'y avait que lui. Il n'y avait même pas un membre, ni Ali Kafi, ni Jani au moins une seule ni Haroun, ni Nzar, etc. Nzar n'est pas parti. Rien, personne, je t'ai dit, c'était le seul du monde du ACE. Qui ne reprennent pas que point de vue sécuritaire, hein, parce qu'on avait sur la sécurité à Annaba. Ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis, donc c'est clair et net que... Non, d'accord, c'est clair et net par la suite, mais oui. Pendant, il était à Annaba, il était arrivé à Annaba, etc. Il était reçu par qui? Par le Wali. Le chef de l'État, oui. Reçu par le Wali. Bien sûr. D'accord. Je crois que c'était la seule haute autorité, et le chef de région, bien sûr. Oui. Le chef des régions, le responsable de... La 5e région. Voilà, exactement. C'est tout, hein, sinon il n'y avait aucun ministre. Il n'y avait pas des ministres, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Est-ce que parce que... Bon, ce que tu viens de dire là, ce que tu insinues, c'est ce qui a été dit déjà à l'époque sur beaucoup de choses, sur beaucoup de colonnes de presse, ça a deux interprétations, il n'y en a pas trois. Soit ces gens-là savaient qu'il allait être assassiné, ils ne voulaient pas faire partie donc du voyage présidentiel, soit éventuellement que ton père aussi ne voulait que personne soit avec lui. Jamais. Non, tu comprends, non, ce sont des interprétations. Non, jamais, il y a un protocole à respecter, ça ne va pas. Non, il y a un protocole à respecter.
D'ailleurs, le rideau derrière, ça n'existe pas. D'accord. J'ai jamais vu. Le type, il sort derrière le rideau, il tire, on ne tire même pas sur lui. Où est-ce qu'ils sont les gardes du corps? Quel est le rôle d'un garde du corps? Ils étaient où justement? Tu m'avais raconté justement. Les responsables étaient dehors. La garde rapprochée. Oui, ils étaient mal dispersés dans la salle. Donc le rideau, derrière, il y avait lui, il y avait un autre. Et cet autre-là, il était assassiné. Parce que moi, il y a un témoignage, d'ailleurs, elle a mis à l'époque dans le journal, sur le journal Le Matin, le défunt matin. Gatli, Nassar, moi je l'ai vu, j'étais devant, j'ai vu le rideau, il y avait un mort derrière et ils n'ont jamais parlé de lui. Un mort? Oui. J'ai vu un cadavre derrière le rideau. Quand il est sorti. C'est qui? Elle est tueuse, la correspondante du matin. Du matin. Kerbo, elle s'appelle. Kerbo. Quand le type est sorti, il a rappelé ton père. Il était mal à panique. Moi j'ai vu, il y avait un type par terre. Quand il est mis, je l'ai vu avec mes propres yeux. Ou clique à droite, le matin. Personne n'a dit le contraire. Donc il ne raconte pas qu'il y avait un seul mort, le président. Déjà, il y avait un mort derrière le rideau. Avec le rideau, j'avais plus un garde. L'autre il est venu là, il a dit, qui était avec lui d'ailleurs? Bon, il a tué. Donc, un service de sécurité défaillant sur tous les plans. C'est-à-dire, lorsque tu parles de service de sécurité, ça veut dire que c'est la DSPP, c'est-à-dire la sécurité présidentielle, bien sûr. La sécurité locale, le GIS. Désorganisé total. Je t'ai dit, le type il sort, il fait son travail, il tue un président, il dépose son arme, il ressort derrière sans problème. D'ailleurs, ils l'ont arrêté chez un voisin, un appartement. C'est dingue, c'est la folie. Donc, il y a négligence. Et on parle de négligence maintenant. On va parler d'une négligence. Qui est-ce qui a payé? Personne. Ni Tofek n'a sauté, ni Ismaël n'a sauté, ni les gars qui étaient là-bas, Hambo et consorts, n'ont été inquiétés. Ils ont été arrêtés, ils ont appelé le Corona. Je leur ai dit, donc c'est pas une défaillance, c'est un complot. Et j'ai toujours dit, je dirai toujours jusqu'à ma mort. Un complot contre ton père, c'est-à-dire son assassinat était programmé. Programmé, au début c'était programmé. Quand tu vois la liste des ministres qui ne sont pas partis avec lui, tu comprends tout. C'est pas la peine de sortir de Saint-Cyr ou là. Tu vois la liste, jamais un président sort à l'intérieur du pays sans le ministre de l'Intérieur, sans le chef de la sécurité. Jamais, ça n'existe pas. Regarde tu fais raconter ça. Zanoni est toujours flanqué derrière lui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mon père, il n'y avait personne. Personne, je t'ai dit. Il était seul. Seul. Donc, ça a été. Bon, à la fin, tu sais, à l'hôtel, à l'hôtel Seybouz, là où ils ont séjourné, ils m'ont raconté, le type, il faisait le beau dans la pluie, 2 jours auparavant. Il était déjà là. Il n'est pas parti. Il n'était pas porté sur la liste collective. Il a reçu un ordre de mission individuelle. Il faisait partie de quel corps ce GIS? Le GIS. Oui. Qui dépendait de. Il dépendait de qui? Tout fait. Ah, c'est sûr. Donc, il n'est jamais parti avec le groupe. Il est parti tout seul. Il est arrivé en renfort armé. Et une fois là-bas, le soir, instructions ont été données, personne ne quitte sa chambre. Vous m'avez fait que non. Comme chacun est maître de lui-même. C'est ce qu'il a fait. Il est monté le soir dans la boîte à l'hôtel. Le cabaret. Le cabaret il y avait un couple, il voulait agresser sa copine, il ne faut pas nous dire que c'est un éliminé, que c'est un islamiste, ça n'a rien à voir, c'est complètement faux. Il n'a rien à voir avec l'islamisme, rien à voir. Donc, à ton avis, Boum Arafi était, comment dirais-je, il avait une mission précise. De tuer le président. De tuer le président. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire, à ton avis, le seul qui est intervenu pour tuer le président, celui qui a tué physiquement le président, c'est le seul Boum Arafi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas un groupe, c'est pas. Moi, je n'étais pas là-bas pour te dire si c'est lui, c'est pas lui. Ils ont dit c'est lui. Il a été condamné, donc pour moi c'est lui, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que c'est un acte isolé? Parce que d'après ton analyse maintenant, c'est pas un acte isolé, c'est un acte programmé. Oui, mais j'ai toujours dit. C'est-à-dire, est-ce que, à ton avis, toi, en tant que fils de Boudiaf,
penses-tu réellement que Boumara a fait de son propre gré, ou bien a-t-il été programmé pour assassiner Boudiaf? Moi, je t'ai dit, moi, je ne peux pas affirmer que c'est lui, mais on nous a dit que c'est lui. Disons que c'est lui. D'accord, ok. Mais lui, est-ce que c'est un acte isolé ou pas? jamais. C'est pas un acte isolé. Jamais de la vie. Jamais de la vie. D'ailleurs, j'ai toujours combattu cette thèse. Depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, ça fait depuis 18 ans que je combats cette thèse. Jamais été question que Boumara a fait agir seul. C'est pas possible. C'est impossible. Impossible qu'un bonhomme comme ça, il agisse seul. Continuons il a été donc, on a tiré sur le président, le peuple algérien, moi-même, tout le monde, nous avions suivi en direct l'assassinat, les images sont là, diffusées à travers le monde, à travers Internet, la télévision, etc. etc. Boudiaf, est-ce qu'il était mort sur place? Non. Mon père est mort à Enaja, à 17h15. Comment ça, Enaja? Mais on a dit, l'information qu'on a diffusée à la télévision algérienne à l'époque, ils ont dit que le président Mohamed Boudiaf est mort, il vient d'être assassiné, il est mort à Annaba. Le rapport des médecins légistes, c'est écrit noir sur blanc, le décès, c'était à 17h15. 17h15. Contrairement. Mais moi, d'après mes informations, à la télévision algérienne, je crois qu'il a été à 13h20, 13h20, ils ont dit, oui. À 13h20, il a été assassiné à 13h20 à Annaba. Oui. Et non, c'est-à-dire, tu penses, toi, que lors de son évacuation de Annaba, il était vivant? Il était vivant, bien sûr. La preuve? Oui. L'acte de décès? Oui. Bah, il est à combat. À toi, tu veux oui, je l'ai fait déjà, j'ai fait. شهادة الوفاة. Oui. l'acte de décès, تجبدها من القبة. Pas à Annaba. Donc il n'est pas mort à Annaba. Comment ça veut dire quoi? Ils n'ont pas pu faire vite ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'on pouvait sauver ton père? Le médecin qu'il a vu à Annaba, à l'hôpital, quand il est arrivé, parce que tu sais qu'il a été le dernier à être évacué, et je ne te raconte pas les... Oui, bon, enfin, on a tiré sur lui, sur le président. C'était le dernier. Maintenant que tu as suivi tout ça. Oui, c'était le dernier qui a été évacué à l'hôpital. Le dernier? Le dernier, oui. On a commencé par les autres et Boudiaf on a laissé le dernier. Oui, c'est comme ça. Et donc, quand l'ambulance a démarré, le chauffeur il est parti où? Au lieu de partir à l'hôpital, il est parti à la wilaya. C'est le Monachter. Justement, mais le siège de la wilaya, et non pas à l'hôpital. Non. Justement, tu viens de me rappeler un détail très important. Je voudrais que tu me le confirmes ou que tu me l'infirmes, je sais. On dit que l'ambulance du président, d'abord, c'était pas une ambulance spéciale, président. Elle avait déjà transporté un cadavre quelque part à Tamalos, à Kolo, et puis à Annaba, comme étant... Et puis on dit aussi, je ne sais pas si c'est vrai, que l'ambulance qui a évacué le président en dernier à l'hôpital, et tu viens de me dire qu'il a été évacué d'abord à la wilaya, au siège de la wilaya au lieu de l'hôpital, c'était une ambulance qui n'était pas du tout médicalisée, n'était pas équipée. Il n'y avait pas d'oxygène, il n'y avait rien. C'est-à-dire, ambulance qui doit accompagner le président dans sa sortie, qui n'était pas médicalisée. Il y avait des bouteilles d'oxygène, mais vides. Y avait-il des médecins à l'intérieur? Non. Je pense pas. C'est-à-dire, c'est une ambulance, tu confirmes, c'est une ambulance qui n'était pas médicalisée? Pas du tout. C'est juste une voiture. Ils ont témoigné, les gens, que les bouteilles d'oxygène étaient vides. Ils n'ont pas été remplis. Je t'imagine un peu. Une ambulance présidentielle. D'abord qui part transporter un cadavre et puis qui rejoint Je t'ai dit, ils sont partis à la WLA, bon après ils sont partis à l'hôpital, ils venaient Roche je crois. C'est l'hôpital central de Annaba, oui. Et le premier médecin qui a vu le corps de mon père leur a dit c'est dommage, parce que c'est le temps qu'ils ont mis, sinon on aurait pu le sauver directement, ici déjà, il a fait Annaba. Je te jure, hein. Et ça c'était un témoignage qui sortait dans la presse. Et donc c'est dommage, c'est le compte-rentant à Dak où ils ont perdu beaucoup de temps pour le ramener à l'hôpital. S'ils l'avaient ramené en urgence, il serait vivant. Donc il serait resté en vie. Voilà, ils ont fait exprès. La preuve, l'hélicoptère, Ami qui était avec mon père, Ami Ben Abdelrahman, le frère de Fatih Boudiaf, raconte lui aussi, quand il est arrivé à Boufarik, ils n'ont pas donné l'autorisation à... C'est un hélicoptère. Hélicoptère, qui n'était pas médicalisé aussi. Pas du tout.
Donc, ils n'ont pas voulu lui donner l'autorisation d'atterrir, donc on a tourné pendant une demi-heure. Ils n'ont pas donné l'autorisation à l'hélicoptère qui transportait le président qui vient d'atterrir à Boufalé. Oui, c'est un mythe qui le raconte à la presse, personne ne l'a démenti. La presse, les écritures, ils existent, il n'y a aucun problème. Donc, on est resté à tourner pendant une demi-heure, c'est pas possible, pas déconner, quand même. Et il a été transporté de Boufalé à Ain Naja. Fallait de Ain Naja directement, il dit pour Boufalé, on va Boufalé, on démarrer. Tu as vu le temps qu'ils ont perdu, alors que c'est. Normalement, ça se fait en quelques secondes. On va à Ain Naja, alors parce dès qu'il est arrivé, il était encore en vie une fois à Ain Naja. À Ain Naja, moi, je suis arrivé là-bas à 6 h, je crois, moins tard. Il était mort. Il était déjà mort. Je suis rentré à la mort, j'ai vu. Mais le rapport des médecins légistes de Ain Naja, il voulait. Il est mort, justement, je l'ai noté ici. 15 minutes. 17h15 minutes. Voilà. Ils ont signé son arrêt de mort à 17h15, mais chez à 13h30. À 13h20, on a dit la télévision algérienne, comme l'a annoncé le communiqué officiel. Voilà. Donc, c'est pas 5 minutes, hein, je crois que c'est 4 heures de différence. 13h20, 17h15. Voilà. Donc c'est pas, si c'était 5 minutes, 10 minutes, malége. 4h15, ça va pas déconner, il y a un problème. C'est 4 heures de différence. C'est énorme, 4 heures, ça va pas, non? 4 heures de différence, c'est la distance entre l'Algérie et la Grande-Bretagne, l'Algérie et l'Égypte. Tout à fait, tout à fait. Tu peux. L'Algérie et Turquie, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Trop, 4 heures après. Je t'imagine un peu le temps qu'ils ont perdu. Donc, moi je pense qu'ils ont voulu que Boudiaf, une fois arrivé ici, il serait mort. C'est la thèse. C'est-à-dire, même s'il était resté en vie, tu penses qu'il allait être achevé. Ah, mais c'est sûr. Il ne fallait pas qu'il vive, qu'il survive à l'attaque. Jamais. Jamais. On arrête là. Non, on n'arrête pas, parce que je suis en train de réfléchir. Ça reste inexplicable. C'est-à-dire, c'est terrible. Comment il n'était pas mort, c'est-à-dire, il était arrivé à Alger vivant. S'il te plaît, puisque je t'ai dit que le rapport légiste, et qu'à 17h15, son cœur s'est arrêté de battre. C'est comme ça. Et son cœur battait toujours. On a tiré sur sa tête, sur quoi? Sur sa tête. Ah, oui, sa tête. On a dit qu'il a été rafalé comme ça. Il a tiré comme ça. C'est comme s'il allait. Tu sais que le seul, parmi toute la gamme, ça c'est important en détail, oui. Il avait 2 chargeurs. Tout le monde a remarqué. Boumarafi. Tous les autres avaient un chargeur. Lui, il avait 2 chargeurs. Pourquoi 2 chargeurs? Elle a 2 chargeurs. Elle a. Bon, Boumarafi, il tire, il ressort le plus normalement sans s'inquiéter. Il dépose son arme, il ressort, il saute un mur de 3 ou 4 mètres, il le saute. Il se dirige directement vers un immeuble, il rentre, il frappe à la porte, c'est une famille, il troll. D'ailleurs, la femme a témoigné il y a 3 ou 4 ans de ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Quand il est rentré, elle a écouté, ils ont tiré. Ils ont tiré sur le président, ils sont en train de tuer mes copains. Mes copains. Voilà. Elle a arrêté la police. Elle a arrêté la gendarmerie. C'est la femme qui a rapporté fait. Ah oui. À ton avis, lui-même, il a été manipulé? C'est sûr. Soit manipulé, soit il a eu peur. Ça, il a commis son crime avec le corps. Parce que, d'après les témoignages, même la presse, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas. Mais il y a plusieurs témoignages des gens de Al-Naba qui ont raconté Galchlassi, qui Kharij, et comme 3, qui tiraient vers la maison de la culture. Qui rafalait la maison de la culture? 3. Ils ont tiré, ils ont tué 2, ouais, moi. C'est qui ceux? Ils n'ont jamais parlé, ça va pas, non? Non, ils n'ont jamais parlé de ces gens. Jamais. Pas qu'il y a un seul mort, pas quelques Boudiaf. Alors qu'il y avait beaucoup de morts. Apparemment, quand je lis les témoignages des gens qui habitent à Al-Naba, qui habitent les alentours, quelqu'un Chuna, quand il est parti en courant, déjà il y avait un qui les poursuivit, il a été blessé. Bon, Malafa était blessé. Là. Moi là, ils ont tiré sur lui, ils l'ont blessé.
Quand madame a vu des autres, 3 qui tiraient vers la maison de la culture, ils tiraient sur qui? C'est-à-dire sur la... Ceux qui sortaient, ils tiraient vers les photos, on a parlé d'une Jetta aussi qui l'attendait. Une voiture. Comment on a fait? Une voiture cyber. Là, quand il a vu un fourgon aussi, là, qu'il s'est sauvé. Là, qu'il a compris qu'il voulait lui liquider. Et donc, il est parti chez la bonne femme. Je veux l'emmener avec la police. Pourquoi? Peut-être les militaires. Pourquoi tu dis avec la police? C'est la police qui l'a récupéré de la maison. C'est la police d'Arnaba. La société d'Arnaba les a appelé la femme, elle a dit واش قال لي قرصوا على الرئيس وستنا فيكم هنا جاو داوه. Mais la police n'a jamais pensé que c'était lui l'assassin qui جاو داوه. Elle dit non, la police. ومن بعد بون هنا قال لك حبس. شكون راح جاوب؟ اسماعيل جاوب. شكون؟ اسماعيل جنرال. Général Ismaël qui a récupéré. Mais donc parce qu'il dépendait de lui. C'est normal. هو راح récupérer. جاوب. C'est-à-dire il récupère. On a fait le tueur. Mais il n'a pas été avec le président lorsque... Non, mais il est venu le récupérer. C'est confirmé cette info. Oui, bien sûr. Mais il y a eu des soi-disant... Des rumeurs. Pas des rumeurs, des commissions d'enquête. Ah, la fameuse commission d'enquête. On a parlé d'enquête, mais il y a eu en réalité 2 enquêtes. Il y a eu la première commission d'enquête, n'est-ce pas? Moi, je suis en train de te dire comme ça des choses. Il y avait le premier rapport de la commission d'enquête. Donc le premier rapport, c'est une commission qui était composée de plusieurs personnes. Non, c'était la même. C'était la même. Ils ont donné 2 rapports. 2 rapports différents. Voilà. Bouchib, Bara, Zabara, Fethalla, Alel Ta'albi et un autre avocat au rond. C'était quoi la différence? Mohamed Farhat. Mohamed Farhat. Voilà. Donc le premier rapport d'Aham, c'est pas un isolé. Ah, d'accord. Bien sûr, ils ont dit que c'est pas un isolé, c'est impossible d'un isolé. Et le deuxième rapport, c'est un isolé. Et on dit que même dans le premier rapport, les pages concernant Boumarafi, concernant... Non, le rapport deuxième, le rapport final qui est sorti, d'accord, il est amputé de plusieurs feuilles. Amputé? Bien sûr. Et amputé la partie la plus importante parce qu'il parlait des services de sécurité. Donc les passages concernant la responsabilité des services de sécurité, c'est-à-dire la responsabilité soit par la faute professionnelle, négligence ou responsabilité directe, voilà, a été... amputée, ouais. Mais les gens n'ont pas eu, en fin de compte, le premier rapport n'a pas circulé. Je l'ai. Le premier? Non, le deuxième. Le rapport final, j'ai dit. Le rapport final. Moi, le premier rapport, c'est par le biais de la presse. Oui. C'est tout, mais je n'ai pas le rapport. Ils n'ont pas fait de rapport, c'est-à-dire ils ont fait un rapport pour eux. En bas, ils ont fait le rapport final. Et le rapport final, je ne trouve pas... C'est-à-dire le deuxième, le deuxième qui est le final, oui, il a été revu et corrigé. Ah, bien sûr, ça ne va pas, non? Bien sûr. D'ailleurs, ils ont été bien récompensés, les membres de la commission. Sauf... Comment ça? Fethalla a été assassiné. J'étais dit, sauf... Oui. Là, il a été assassiné parce qu'il n'a pas voulu accepter le rapport qu'il n'a pas voulu signer. Ensuite, Boumarafi l'a dit publiquement que c'était la seule personne à qui je faisais confiance. À Fethalla, maître Fethalla. Oui, voilà. Pendant son procès, il a dit la seule personne que je faisais confiance. En qui il avait confiance, c'est maître Fethalla. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a été assassiné. Razak Bara, il a été envoyé ambassadeur en Libye. Oui. Procureur Saïh. Il ne faisait pas partie. Il ne faisait pas partie, c'est lui qui a. Ah oui, oui, bien sûr. Qui a présidé le procès. C'est vrai. Donc, quand on m'a fait, alors à la fin, tu veux que je donne des noms? Le nom ne parle plus. Ah. Donc, il a été bien récompensé à conseil général plusieurs fois. Le seul que c'est fait, c'est Mskin. Moi, je ne sais pas si je te l'avais déjà dit un jour. Je peux te dire un témoignage, je peux apporter un témoignage que j'ai moi-même entendu. De la bouche de feu Bachir Boumaz. De la bouche de feu Bachir Boumaz. Je l'ai entendu, c'est lui qui me l'a dit. Il m'avait dit, je discutais un jour avec lui, et on parlait de l'assassinat de Boudiaf, etc., etc. Et puis on a évoqué beaucoup de choses, y compris l'assassinat de Maître Fethalla. Il m'a dit textuellement, Maître Fethalla m'avait appelé, c'est-à-dire il l'avait appelé.
et il l'avait appelé pour lui remettre un document top secret. C'est-à-dire un document très confidentiel. Oui. Et c'est il ne me l'a pas dit textuellement comme ça, mais Boumaz Allah yarhamou, Ustad Bachir, il m'avait confirmé qu'il ne s'agissait que du rapport concernant l'assassinat de Boudiaf. D'accord. C'est-à-dire que Boumaz savait pertinemment qu'il s'agissait du dossier Boudiaf. Oui. Et il avait un rendez-vous le lendemain, c'est-à-dire qu'il avait appelé aujourd'hui pour le lendemain. Et il l'attendait. Au lieu de le recevoir, il avait reçu l'information qu'il a été exécuté, qu'il a été assassiné. Ben voilà, ça. Non, c'est juste, moi je me rappelle d'ailleurs, Bachir Boumaz Allah yarhamou, il m'avait certifié cela. Lui, il est très prudent dans ses analyses, dans sa façon de témoigner, et c'est quelqu'un de très posé sur cette question, très méfiant d'ailleurs. Mais s'il m'avait dit cela, c'est parce qu'il savait que la mort de Maître Fathallah était liée à l'assassinat de Boudiaf. C'est exactement ce qu'il m'a. Si on fait un recoupage, Bouman l'a fait quand il a dit que c'est la seule personne à qui je faisais confiance, donc ça rime bien avec ce qui s'est passé après. Si, à ton avis, il est clos, c'est-à-dire il a été clos, il n'y a plus rien à faire. Nazar, il a clôturé, et à chaque fois qu'il parle, le dossier Boudiaf est clos, c'est fini, hein, il voulait. Mais toi, Nasser Boudiaf, je t'ai lu plusieurs fois sur la presse, des dizaines de déclarations dans la presse, comme des déclarations également de Fatiha Boudiaf, d'autres intervenants comme Ben Saïd et les autres, etc. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que, mais vous avez accusé publiquement, vous avez donné des noms et vous les avez accusés publiquement. Vous avez dit que ceux qui ont assassiné mon père sont oui, et justement, je voulais entendre ça de ta bouche, parce que peut-être c'est ton premier témoignage enregistré comme sa vidéo, pas forcément écrit. La première fois, c'était grâce à Ben Saïd. Ben Saïd, qui était président de l'organisation des enfants de Chouhada, qui a déclaré, c'était à la veille de novembre, je me souviens, il a déclaré que l'Aïd al-Khel était derrière l'assassin de Boudiaf. Moi j'ai eu aucune réaction. Al-Khel qui était chef de cabinet du président Bouteflika. Il n'a rien dit. Octobre, alors novembre, décembre, janvier. Janvier, le matin, le défunt matin m'appelle pour une interview. Et la question a été posée. Et je leur ai dit, écoutez, maintenant, si lui, il ne réagit pas à cette accusation, donc c'est lui qui a tué mon père. Et à partir de là, je vais déposer plainte contre lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? 2 jours après, il répond. Mais il a répondu beaucoup plus à la journaliste qu'à moi. À elle, il a voulu donner une leçon de déontologie. Dans la démocratie, c'est pas comme ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser parler de description de celui-là. Moi, il m'a dit, j'ai peur le fils qui a pleuré son père, mais moi j'ai pleuré. C'est tout. Une phrase, c'est tout. Mais toi, tu n'as pas déposé de plainte à partir de ça? Non. Déposé plainte ici. Ça n'a pas pris en considération. Mais vous avez cité des noms, Ben Saïd, toi-même, tu as cité des noms. Parce que moi, je n'ai pas envie de faire dans la supputation, ni dans la fiction, dans la politique fiction. C'est des choses concrètes. Parce que lorsqu'on accuse quelqu'un, ça veut dire que c'est pas à travers des faits. Oui, mais est-ce que c'est des accusations de responsabilité directe ou de responsabilité indirecte? Non, mais pourquoi indirecte? D'accord. Pourquoi indirect? Toi, tu as accusé qui, clairement? Moi, j'ai accusé Belkhel, je t'ai dit directement. Belkhel, à l'époque, était ministre de l'Intérieur. Qui était, quand mon père était président, il était ministre de l'Intérieur. Et donc, j'ai dit publiquement que c'est toi qui es derrière l'assassinat. Mais il n'a jamais répondu. Il n'a jamais dit que c'est pas moi. Si tu veux que je fasse moi, quand j'accuse des gens comme ça publiquement, la presse et tout, et le gouvernement ne réagit pas, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez parlé également de Smaïl, de je ne sais qui, etc. Non, Smaïl, tu sais, parce qu'après j'ai écrit en 2001, j'ai interpellé tous les responsables qui étaient à la périphérie du pouvoir. J'ai commencé par Ahmed Ghazali. Ghazali, j'étais très normal avec lui. Je lui ai dit, écoute, j'ai envie de déposer plainte contre le TPI. Au TPI, tribunal pénal international, contre qui? Contre les assassins contre X. Voilà. Je ne vais pas donner de nom. Donc, parce que j'ai besoin de ton témoignage, puisque tu étais ministre du gouvernement à l'époque, donc il est passé complètement à côté. Alors?
Il m'a répondu dans un journal qui sort à Londres, le Quds al-Arabi. D'accord. Oui, il dit il est manipulé par Bouteflika. Toi, manipulé par Bouteflika. Moi j'ai attendu Bouteflika. Ben, je vois que ça, il faut que tu bouges pour ton père. Et ça, c'est vraiment, ça m'a tué. Faire du commerce avec le nom de ton père. C'est fort, hein. C'est-à-dire que tu te la fais. C'est-à-dire, si tu parles ton père, tu fais du commerce. Donc, je parle bien. Un gars, tu fais pas de commerce. C'est ça. Donc, j'ai répondu. J'ai répondu. Il n'a jamais répondu, en fait. Je l'ai bien aidé, ça. Donc, toi, tu as parlé des noms suivants de Belkhir, de Rosalie, de. Alors, Haroun, j'ai écrit à Haroun, j'ai écrit à Nzar. Pourquoi tu as écrit à Haroun? Haroun, parce que c'était lui qui est allé le chercher. Et j'ai attaqué sur ce sujet-là en disant que tu étais son ami. Et la moindre des choses. J'ai de réagir. La moindre des choses que j'attendais de toi, c'était de démissionner. Après la mort de mon père. Et puis, pourquoi tu ne l'as pas fait? La question a été posée, il n'a jamais répondu. C'est vrai. Haroun, je le connais très bien. Carole, rien. Il a les forces, rien du tout. Bon, tu as ramené ton diable. Il s'est tué complètement. Il n'a jamais pris de position. Sauf, 3 jours après, je suis passé à la télévision. Je suis passé à la télévision. Il y avait Majid avec moi à Merat, où j'ai dit que il y avait Choqué qui faisait l'émission à l'époque, Hamraoui. Tu sais, que les gens qui l'ont ramené, c'est eux qui l'ont assassiné. Le lendemain, Haroun qui envoie sa femme à la maison. Pourquoi il dit ça dans sa vie? J'ai jamais pensé à lui. Je te jure, je l'ai dit, mais parce que moi, Haroun, pour moi, c'était sur une famille. Quand j'ai dit que les gens qui l'ont ramené l'ont assassiné, je n'ai même pas pensé à lui. Pour moi, c'était un ami, il n'y avait pas de problème. Mais quand il a envoyé sa femme à la maison, je me suis posé des questions. Pourquoi a-t-il réagi? Pourquoi il a réagi comme ça? Sa femme a pleuré et tout. Pourquoi il m'a fait ça et tout? Il a dit. Qu'est-ce qu'il veut te voir? Jamais. Oui, il dit. Je ne vais plus. Il m'a envoyé 2 fois chauffeur, 3 fois quand je faisais des interventions. 3e fois que tu chauffes, chauffeur car, tu peux le calme si tu renvoies encore une fois, il dit que je vais faire une déclaration en disant qu'il est en train de me harceler. Donc, Haroun, c'était Nzar. Le titre c'était la thèse de la trésorerie ne tient plus. Et j'ai dit pourquoi. Il n'a jamais répondu. Alors que lui, il a traité, si tu te souviens, les gens du fils, les rats d'égout. Les rats d'égout, oui. Voilà. Donc lui, il n'a jamais raté quelqu'un. Ah non, il n'a jamais répondu. À ton avis, parce qu'il ne veut pas qu'il y ait de bruit. Il veut étouffer l'affaire, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de. Ah, comme si vous disiez qu'il était mort d'une mort naturelle. Non, ils ont peur de rentrer en polémique avec moi. Surtout lui. Il est mal placé pour rentrer. Donc je crois qu'ils ont vu, j'ai répondu à Rosalie, donc ils se sont dit, bon, c'est pas la peine. Parce que si on va le suivre dans son cheminement, il va nous poser un piège et on va tomber dedans. Donc il vaut mieux laisser le parler, traîner. Tu ne réponds pas, moi je te dis que l'artisan est pris, tu me réponds, au moins tu me dis merde. Rien. Donc il ne veut pas polémiquer avec moi, je suis la peur. Tu as écrit à Café aussi? J'ai écrit à Café en tant que HCE. Chez HCE, président de Moudjahidine. Secrétaire général de Moudjahidine. D'accord. Ce côté-là, ouais. Aucune réponse. Aucune réponse. Donc, c'est-à-dire, il y a les assassins. La commission d'enquête aussi. Oui. Je leur ai dit, leur thèse, c'est faux ce que vous avez dit. Aucune réponse. Aussi. Donc, c'est clair. Personne n'a osé répondre. Je dis ce que je veux. Ils sont d'accord. Personne ne réagit. Personne ne te dit. Et le lendemain, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, monsieur. Tu lis, après c'est terminé. Avec une justice interne. Si on avait trouvé pourquoi tu n'as pas déposé le thème? Si tu avais une justice, tu as blessé de non, s'il y avait une justice indépendante. Justement. Elle se serait saisie elle-même automatiquement. Bien sûr, dans les pays développés, c'est comme ça se passe. Tu dis mais c'est grave aussi, parce que les accusations sont lourdes. Et tu remets en cause, c'est-à-dire que tu es en train d'accuser, tu as accusé, toi et même d'autres, des hommes clés du régime. Et c'est pas rien. Dans les deux sens. Il faut vérifier, il faut enquêter, il faut voir sur le terrain, etc.
Donc pour toi, le point d'interrogation est toujours posé. Tout à fait. C'est-à-dire, depuis où va l'Algérie, écrit par Boudiaf, jusqu'à aujourd'hui, et depuis l'assassinat de Boudiaf en 92, qui a assassiné Boudiaf, la question est toujours posée. Tout à fait. Pour toi, c'est pas Boumarafi à lui seul. Jamais. On ne fait pas une opération comme ça tout seul. Même des novices, ils vont dire c'est impossible. Même pour un scénario de film, quand tu présentes ce scénario pour faire un film, ça ne tient pas la route. Mais j'ai eu des échos aussi, j'ai même lu quelques trucs sur le compte rendu psychiatrique. Oui. Justement à propos de l'état psychologique de Boumarafi. Mais le premier rapport concernant l'état psychologique de Boumarafi, ils ont dit que c'est normal. C'est un type normal. Qu'est-ce qu'il a fait à l'époque? Il y avait un psychiatre marocain. Oui. Et un psychiatre algérien, et je crois qu'il y avait aussi avec eux Bouspsy. Le professeur, justement, c'est de ça que je voulais parler. Professeur Bouspsy. Parce que Bouspsy lui-même a été liquidé. Tout à fait. Donc lui, d'après des échos que j'ai eus, il a refusé de... Parce qu'il leur a dit... C'est un acte isolé, c'est un fou. Non, mais c'est un fou. Mais qu'est-ce que c'est un fou? Il leur a dit non, c'est pas un fou. Moi, je l'ai vu, je l'ai expliqué, c'est pas un fou, c'est normal. Ça, c'est les propos de Bouspsy. Tout à fait. Et lui-même, il a été assassiné. Bien sûr. Il a été assassiné quelques années plus tard. Donc, le deuxième rapport psychiatrique sur le tu veux parler du professeur Ridoy? Du professeur Ridoy. Il a même publié un livre sur ça. Justement, Ridoy est devenu, lui, un spécialiste de la garde rapprochée. C'est vrai, lui, il a parlé de la garde où est-ce qu'il était. C'est tout à fait normal que le type peut commettre un truc comme ça. Mohamed, tu es un psychiatre ou là tu fais partie de service de sécurité? Ah, lui, il est connu, Ridoy. Oui. C'est un psychiatre de service, il est très connu. C'est-à-dire un psychiatre de service. Il travaille du service, il est connu, c'est pas... Tout le monde le sait. C'est pas un médecin indépendant. Non, c'est pas un médecin indépendant, jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais il y a quelques années de cela, tu m'avais dit que... On a discuté il y a quelques années de cela, et tu m'avais dit que tu avais une rencontre avec lui. Il avait demandé à te voir. Il n'y a pas longtemps. Tu l'as vu? Bien sûr, on a mangé ensemble. D'ailleurs, il m'a offert son livre dédicacé. Donc, on est resté, je crois, 3 heures ensemble. On a parlé du beau temps, de la pluie. Tu ne l'as pas interpellé sur le sujet? J'attendais que lui... Pourquoi le professeur Ridoy, tu n'as pas de relation amicale avec lui? Tu ne le connais même pas. Pourquoi avait-il demandé à te voir? Je ne sais pas. Donc, attends, je vais terminer. Donc, je t'ai dit, on a parlé de tout sauf du sujet. Et après, il m'a dit, écoute, lis le livre, et après, il faut qu'on se voie une deuxième fois. Ben, depuis ce jour-là, j'ai plus de nouvelles. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec ce geste? Je ne sais pas, honnêtement. Est-ce que ce n'est pas une façon de te dire excuse-moi, désolé, je suis désolé? Peut-être. C'est une façon peut-être de... Parce que le fait de ne pas... Il n'a pas pu ouvrir le dossier avec toi. Exactement, il n'a pas pu parler de ça. Mais quand même, il a mangé avec toi. Oui. Est-ce que c'est pas une façon également de t'analyser peut-être? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toi, tu es là comme un sujet d'étude. Moi, j'ai pensé... N'est-ce pas? Tu es là, il mange avec toi, mais en même temps, il est en train de t'analyser pour voir un petit peu qu'est-ce que tu penses, la psychologie, etc. Non, je t'ai dit, on a parlé, je t'ai dit, bon, c'est un psychiatre, c'est son boulot, bien sûr, d'analyser les gens. Mais je t'ai dit, on a parlé du beau temps, de la pluie, de la jeunesse et tout, ça s'arrête là. Et j'attendais qu'il me parlait du sujet, il n'a pas parlé, et donc, il m'a dit, voilà le livre, lis-le, et après on va se revoir une deuxième fois. Bon, je me suis dit, peut-être, deuxième fois, on va vraiment parler sur le sujet. Et il a disparu de la circulation. Maintenant, est-ce qu'il a fait ça une façon à lui de se faire pardonner sans me le dire? J'ai pensé à ça aussi. Peut-être que quelque part il a des remords. J'ai pensé à ça aussi. Ça m'a titillé un peu, peut-être. C'est-à-dire, nous sommes en train maintenant de psychanalyser le psychiatre. Le psychiatre a-t-il fait des services? Bon, c'est toi qui le dis. Moi, je sais. Sincèrement, je ne le sais pas. Oui. Je ne sais pas s'il est attitré ou pas. Mais en tous les cas, lui, il confirme que c'est un acte isolé. Et que... Mais de quoi il se mêle, lui? Non, c'est un acte isolé, parce qu'on lui a demandé. Et s'il te plaît, un psychiatre, c'est ton boulot de dire c'est un acte isolé. C'est pas ton travail. Toi, tu es un psychiatre. Gagne avec un patient, tu vas nous dire comment il est.
Ne nous dis pas qu'il a fait ça tout seul. Là, il n'a pas fait ça tout seul. C'est pas ton domaine. Toi, tu es médecin. Lui, c'est un criminel. C'est vrai, c'est pas vrai. Toi, tu es un médecin. Lui, c'est un tueur. Tu n'as pas le droit de lui dire que c'est un isolé. Si tu dis ça. Mais peut-être que la conclusion pour lui... Mais comment il va savoir, lui? C'est impossible. C'est son travail. Parce que lui, d'après ce qu'on avait lu, il avait dit que le facteur déterminant dans cet acte isolé est de nature religieuse. Mais je t'ai raconté ce qui s'est passé à l'hôtel. Donc ça fait tomber toute la thèse de l'Igor. Il n'a aucune relation. Aucune. Non, mais un islamiste. Non, mais peut-être qu'un islamiste, mais peut-être qu'un islamiste intégriste n'est pas forcément pieux. Non. Parce que s'il était pieux, il n'aurait pas fait de mal. Donc, tu peux être un islamiste sans peut-être faire la prière du tout. Il y a bien des gens qui... Je mettrai ma main au feu qui n'a aucun rapport avec eux. Qui va acheter des islamistes et tuer les islamistes pendant des opérations? Vous savez, un islamiste, je suis islamiste indépendant. Il a travaillé, tu sais, depuis de 92 janvier à le 21 juin, les 6 mois d'arrêt, il était membre du GIS, d'intervention. Donc il a tué pas mal de gens, lui. Dans son travail, bien sûr, là. Il y a des terroristes là-bas, il faut les descendre, il va les descendre sans état d'armes, hein. Qu'est-ce que tu crois? Là, il ne dit pas c'est l'islamiste. Il ne faut pas dépanner quand même. Oui. Nasser, maintenant, on va parler, parce qu'on va très bientôt terminer, on va parler de l'enterrement de Mohamed Boudiaf. Oui. Il était à Inaja et on l'a ramené à la présidence. Avant de l'accompagner à sa demeure éternelle, Inch'Allah. Fil Jannah, Inch'Allah. Inch'Allah. À l'Ali. C'était comment son enterrement? C'était comment d'abord à la présidence? Qui est-ce qui a décidé de le ramener à la présidence? Bah, c'était normal pour que les gens viennent. Protocolairement pas. Bien sûr, c'est normal. Eux, ils ont prévu, je t'ai dit, une mission diplomatique. Moi, je suis parti le matin. Il n'y avait pas de monde le matin. Moi, je suis parti à 8 h du matin. Donc, honnêtement, je ne m'attendais pas qu'il y aura du monde parce que la veille déjà, ils ont annoncé des rumeurs comme quoi. مرحبا بكم في فضاء الجمهورية الثانية. سنحاول اليوم من خلال هذا التسجيل الخاص جدا أن نبحث مع ضيفنا الذي قبل ونحن نتشرف بذلك أن يقدم قراءته وشهادته عن حدث هام في التاريخ السياسي الجزائري. سنحاول أن نبحث سويا وربما سنبحث أيضا في المستقبل القريب أيضا في نفس الموضوع. سنبحث في ظاهرة العنف والاغتيال السياسي تحديدا في الجزائر خاصة في مرحلة ما بعد الاستقلال. سنحاول أن ندرس هذه الظاهرة الخطرة في تاريخنا السياسي لأنها مرتبطة بفسادنا السياسي. Le parti lui-même, le parti qu'il avait créé lui-même, c'est-à-dire le fils de suspendre le processus électoral. Chef des Bejdit qu'on a démissionné ou qui a démissionné, on ne sait rien, peut-être qu'il va lui-même témoigner dans ses mémoires qui vont sortir très prochainement d'après notre ami Abdelaziz Boubakir. Vacances de pouvoir. À la tête du pouvoir, personne. Il n'y a personne. Raconte-nous comment que le pouvoir, nous avons des témoignages maintenant, Khaled Nazar et Ali Haroun, particulièrement Khaled Nazar, il dit que nous cherchions un nom, quelqu'un qui pouvait être à la tête. C'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça. Et à un moment donné, je crois que c'est Maître Ali Haroun qui a dit, et pourquoi pas Taïb el-Watani. C'est qui Taïb el-Watani? Donc Boudiaf. Il est où? Il est au Maroc. Ils se sont rappelés que, raconte-nous maintenant dans le détail que tu connais, que tu sais, raconte-nous comment que le pouvoir de Nazar, de Ali Haroun, d'Abou Bakr Belkaïd ont-ils pensé à ton père Mohamed Boudiaf en 92? D'abord, il y avait une approche. Tu sais que Ali Haroun avec Omar Boudaoud, qui était l'ancien responsable de la Fédération de France du FNL, sont partis avec une délégation restreinte le voir au Maroc en la fin 90.
Fin 90. Oui. Ils sont allés le voir. Donc quel objectif? Le voir. Haroun a dit voilà, on va voir ton père et tout. Bon, je ne me suis pas posé de questions, ils sont partis le voir. Et au retour de Haroun, c'était chez lui à la maison, donc j'ai posé la question. Alors, comment ça s'est passé? Textuellement. Il m'a dit, ton père il est déconnecté de la réalité algérienne. J'étais un peu étonné. Pourquoi il est. Pourquoi? Il m'a dit parce qu'il nous a dit que si vous allez les dékhabat, le fils va faire un marée. Ouais. Là, il est déconnecté. Donc, 92, je me demande qui est déconnecté, lui ou mon père. D'accord. Comme ça. Et donc, moi, je pense que c'était la première approche, et c'est pour ça que, pendant la vacance du pouvoir, Ali a sauté sur l'occasion pour proposer mon père. Moi, je pense que la première approche était... Qu'est-ce qui s'est passé, Nassar? Ils ne sont pas partis fortuitement comme ça, parce que Haroun pouvait le faire dans les années 60, 70, 80, après il n'est pas parti. Est-ce que Ali Haroun avait... Jamais. Quelles a été les relations Il n'avait aucune relation avec mon père Haroun. Aucune relation. D'ailleurs, la preuve. Donc, je vais te donner la preuve. Un jour, un matin, téléphone qui sonne je me souviens, à 6 h du matin. Je prends le combiné, je dormais. C'était qui? C'était Madame Haroun. Oui, Nasser, il faut que tu viennes à la maison. Je dis, Madame, est-ce qu'il se passe quelque chose de grave? Elle dit, non, il faut que tu viennes, c'est tout. Mais toi, tu avais des relations avec les Haroun? Oui, depuis des années. Ouais, moi, je rentrais chez eux, les enfants venaient chez moi, on se fréquentait depuis des années. C'était avant ton mariage? Oui, bien avant. Parce que d'après mes informations, Nassar, peut-être qu'il y avait un projet de mariage chez Haroun Nassar Boudiaf. Peut-être. J'ai entendu. Tu ne savais pas toi? Non, c'est une rumeur. J'ai entendu la rumeur, d'ailleurs, même à l'époque, en 92, après la mort de mon père, un journaliste d'un... Tu nous dis la vérité, Nasser? Oui, bien sûr. Un journaliste d'un pays du Moyen-Orient m'a posé des questions et je lui ai dit, moi, je n'étais pas au courant, c'est une amie à moi, ça s'arrête là. Maintenant, peut-être que quand mon père est revenu, ils ont vu grand. Ah! Sinon, moi, avec la fille, on avait une relation... amicale, fraternelle. Fraternelle pendant des années et des années. D'accord. Je la mets au défi de témoigner sa fille aussi, si elle veut, il n'y a pas de problème. Donc non, il n'y a jamais de problème. Il me fait masser, il faut que tu appelles ton père. Il n'avait même pas son numéro de téléphone. S'il avait son numéro, pourquoi il me propose à moi d'appeler? Donc tu as été chez eux un bon matin. Oui. Nasser vient prendre le petit déjeuner avec Ali. Moi je lui ai dit, écoute madame, je vais prendre mon petit déjeuner. Elle dit non, il faut que tu viennes ici, on va le prendre ensemble avec Ali. Mais j'en ai pensé. Ali Haroun, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il était ministre des droits de l'homme. D'accord. Et donc je suis parti et Haroun m'a dit voilà, il faut que tu appelles ton père. Donc j'ai pris le combiné, j'ai appelé mon père. On m'a répondu. Est-ce que tu as. Parce que moi j'ai lu l'ouvrage, enfin, le manuscrit que tu as écrit, oui, qui n'est pas encore sorti. C'est un témoignage. Vous étiez resté à la maison, d'après ce que j'ai lu. Vous étiez resté à la maison. Et puis vous avez pris la voiture, la fameuse 205. On l'a appelé. On l'a appelé, il n'était pas à la maison, mon père. On m'a dit qu'il serait de retour à 10 h. Haroun a dit, à 10 h on va le rappeler. À 10 h on va rappeler, je suis avec Ali Haroun. Donc, après, on a pris la voiture Tao, celui qui conduisait à 205, on est parti au ministère des droits de l'homme. Il était fort à l'hôtel Saint-Georges. D'accord. Voilà, on est parti là-bas, et à 10 h pile, j'ai pris le combiné, j'ai appelé, et mon père était au bout du fil, tout voilà, puis il y a M. Ali Haroun, il n'a pas compris. Moi j'ai compris, Ali Haroun, non, c'est pas pour faire une déclaration, alors je vais venir demain te voir, alors c'est très important. D'accord. Oui, pensez mon père, il fallait faire une déclaration, mon père pas gêné. Pourquoi je fais une déclaration là? Je fais comme un an. Donc, à la fin de la communication, allez voir le Nassar. Personne qui est au courant, il n'y a que moi et toi. Quand si demain l'info sort, c'est toi. D'accord. Allez, tu ne le diras même pas à ma fille. Comme il savait que j'étais très ami avec sa fille, il ne le dira même pas à ma fille. Tout d'accord. Et donc, allez, on est parti le lendemain. La chance que j'avais, c'est que ma soeur était là-bas. C'est un avion spécial. Elle est là. Non, un avion normal. Des décideurs. Qui il parlait au nom de qui, Nassar? Au nom de Nassar. De Khaled Nassar. Tout à fait. Khaled Nassar, tout le monde est d'accord pour que tu descendes, que tu viennes. Non, que tu prends directement. Tu prennes le pouvoir. Le pouvoir. Mon père, au début, il dit alors, doucement. Je m'attends à tout, mais pas. Parce qu'on m'a dit il m'a étonné. C'est comme si tu viens, on te donne un cadeau, il faut que je réfléchisse un peu.
Ça a duré pendant une heure, mon père bon, il a expliqué la situation et tout. Mon père est d'accord. Je suis d'accord. Donc ils ont mangé ensemble, mon père le chauffe. Moi je pars à l'usine, toi je reste ici, tu te reposes, après je reviens. Mon père quand il est parti à l'usine, il a appelé Krim. Ton père Rachid Krim. Rachid Krim, oui, qui était le numéro 2 du PRS. D'accord. Donc il a appelé, il a dit il faut que tu viennes, il faut que tu viennes au Maroc. D'accord, l'autre il est venu. Mon père en même temps il est revenu le soir. Pas le nom. J'ai changé d'avis. Je ne viens pas. Parce que entre-temps, est-ce que Haroun a contacté Alger? Si, on va le manquer, passe. C'est ok. Qui est là midi après le Rida, à mon père l'usine. خلاص il a l'accord هارون كنت تما il a câblé هنا قال لهم سي بون او دخل كي ولا قال له هارون انا قلت لهم قالوا من بعد دخلني فيك انا قلت لهم انا قالوا j'ai pris ma décision je rentre pas. Et pourquoi ton père avait-il accepté au début et pourquoi à ton avis avait-il refusé après? C'est une affaire de quelques 5-6 heures. Oui, Haroun, tu sais, la situation, il n'y a pas de problème. Tu décideras quand tu voudras. C'est toi le maître. L'armée, c'est une armée républicaine. C'est plus l'armée d'avant. Alors, c'est toujours la même. Hein, c'est plus l'armée d'avant. Dès leur tableau est vraiment extraordinaire. Ah, mon père avait le cœur. D'accord. Mais sans peser le mot d'accord. Et quand il est parti à l'usine, il a appelé Krim. Et Krim, j'en suis sûr, c'était comme l'eau. Laisse tomber. Laisse tomber, la situation n'est pas bien, et mon père, quand il est revenu, quel nom? Il n'y avait pas question que je rentre. J'ai appelé Nassar et tout. Non, j'ai décidé, je ne rentre pas. Bon, Haroun, il était piégé. Il était dans tous ses états. Il était Madjalina, s'il vous plaît. Aidez-moi. Fatiha وقتي قالوا معاوني يهضروا معاه فوق قالوا لي فوق باسكو سي اون با c'est la catastrophe algérienne elle va tomber en ruine et tu sais je ne sais pas pourquoi il a accepté dans une situation pareille. Ils l'ont convaincu. Tu sais, le capital historique ne t'appartient pas, il appartient à toute l'Algérie. Exactement. Et je crois que cette phase-là l'a vraiment travaillé. Mais d'après mes informations, d'après moi, ça appartient à l'histoire. Peut-être que la personne qui l'a convaincu, ce n'est pas Haroun. Peut-être que c'est Fatiha Boudiaf. C'est sûr que... À ton avis, n'a-t-elle pas joué un rôle en faveur de sa prise de pouvoir plutôt que le contraire? Il y avait une autre qui a joué un rôle. Ah bon? Mais je n'ose pas dire son nom. Il y avait une autre qui a joué un rôle. Tu n'oses pas parce que quoi? J'aime pas. J'aime pas parce que c'est personnel. Celle-là, elle a joué un rôle sur le retour de mon père. C'est-à-dire, c'est une proche de ton père? Très proche de ton père? Très proche. C'est pas un maman? Non, jamais. C'est pas la maman. Ça n'a rien à voir. C'est une autre personne qui l'a influencé. Qui est bien introduite au système ici. Elle a joué un rôle. Ça, j'en suis sûr, ça fait qu'elle a joué un rôle. C'est-à-dire, elle l'a convaincu. Elle a joué un rôle dans son retour. Parce qu'il la connaissait très bien. Il connaissait sa mère qui habitait au Maroc. Également. Sa mère, elle est morte au Maroc. Elle est très connue. Elle a fait la révolution avec l'Algérie et tout. C'est une famille très connue. Et donc, elle a convaincu de rentrer. Ça, elle a joué un rôle. Fatiha, je ne pense pas. Fatiha, elle voulait qu'elle... C'est normal. Elle voyait le côté président. La première dame, c'est tout, elle ne voyait pas autre chose. Mais le convaincre, Fatiha, je ne pense pas. Donc, à ton avis, il y avait une autre personne ici en Algérie qui a joué un rôle. C'est-à-dire que ton père avait consulté. Qui a joué un rôle. Il l'a sûrement appelé pour lui dire que penses-tu? Elle a appelé, ils se sont parlé et tout. Il y avait aussi un membre du PRS qui habitait à Cuba aussi. Il a appelé mon père. Il n'était pas chaud, honnêtement. Bedjoudi, il s'appelle. Il n'était pas chaud. C'est-à-dire celui qui n'était pas chaud. PRS. L'ancien du PRS, oui, habitant de Cuba. C'est-à-dire celui qui n'était pas chaud. Tu nous donnes son nom. Mais celle qui l'a influencé, tu ne veux pas me donner son nom? Non, pas du tout. Hein? J'aime pas. Tu n'aimes pas la personne, tu n'aimes pas divulguer le secret? Je n'aime pas divulguer le secret, c'est tout. Mais peut-être un jour, je te dirai son nom. Mais il n'est pas connu de toute façon. Elle est connue que par les Non, mais une femme qui a de l'influence sur Taïeb El Ouattani pour le convaincre de venir à Alger prendre le pouvoir,
Qu'elle soit connue de non pas, le plus important c'est le pouvoir qu'elle avait sur le grand-père. J'ai passé un deal avec elle. De ne pas dire son nom. Ouais. Je reste libre. Et le 16 janvier, il s'est posé un problème déjà. Le premier problème, c'était le 16 janvier. Le jour de son retour, il s'est posé un problème. Lequel? Quoi? Discours. Lui, Discours. il a préparé son discours au Maroc. Pour le peuple algérien. C'était le discours à la nation. Exactement. Il y avait un passage. Car, je tends ma main à tous les Algériens. Et il voulait lui enlever ça. Bien sûr. C'est-à-dire, donc tu veux dire qu'ils avaient déjà préparé un discours? Oui. Eux, ici, ils avaient préparé un discours. Si, ils ont préparé. Il a préparé. Quand il est rentré. D'accord. Le discours. Je n'ai pas besoin de discours, moi, j'ai mon discours. J'ai mon discours. La preuve, il devait passer à 8 heures à l'époque. Il est passé à 22 heures, par exemple. Tout le monde attendait le discours du président. Donc il y a eu un conflit de 2 heures, pendant 2 heures. Bien sûr. Donc, mon père, le discours moi je l'ai fait, c'est celui-là qui sera transmis aux Algériens, le message. Prononcé aux oui. Je tends ma main à tout le monde. Alors non, mais il faut la laisser. Je ne veux pas que vous le touchiez, vous ne touchez pas au discours. Ça a duré pendant 2 heures. Il y a une information que je voudrais que tu confirmes ou que tu infirmes à tous les Algériens, à tous ceux qui nous suivent sur Respublica 2. Le jour, au jour du retour même, le retour officiel de Mohamed Boudiaf, Taïb El-Ouattani, ton père, en Algérie, son nom était encore au niveau de l'aéroport, enfin des frontières, c'est-à-dire de la PAF, interdit, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est... Oui, bien sûr. C'est-à-dire, Mohamed Boudiaf, tu confirmes cela? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, s'il était rentré, pas en tant que président, il serait arrêté. Il aurait été arrêté à l'aéroport. C'est normal. Par les services de police. Bien sûr, sa fiche était là-bas. C'est-à-dire, sa fiche... Personnellement, c'est-à-dire que Boudiaf, d'après mon information, oui. Et que Boudiaf, il était rentré en Algérie et son nom était encore au niveau de la PAF. Bien sûr. Parmi les gens recherchés. Il était quelqu'un de recherché. Bien sûr. Par les services de police. Exactement. Depuis son départ en 63 de ce pays. La fiche est restée de 63 à 92. Tu t'imagines un peu? Lui, il était rentré en Algérie. Avion spécial. Président du HCE. Sauveur, entre guillemets. Et son nom était encore au niveau de la PAF. Bien sûr. Tu confirmes cette information? Tout à fait, bien sûr. Eh ben, j'ai fait la Djibouti, non? L'Algérie des miracles. C'est ça. Oui, mais ça ne demande pas seulement une minute de silence. Ben, tu sais, il y a des gens... C'est des heures de méditation. Tu sais, il y a des gens qui ont été... C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas pris la peine, le pouvoir de l'époque. Ils n'avaient même pas pris la peine de... Ils s'en foutent. C'est pas leur problème. Peut-être qu'ils ne le savaient même pas. Et bien sûr qu'ils ne le savaient pas. Mais ils s'en foutent. Chacun n'est pas à sa place. C'est ça le problème, moi, j'ai. C'est ça qu'on est en train de subir. Personne n'est à sa place. Personne ne fait son boulot. On ne vous demande rien. Faites votre travail. Rien. Personne ne fait son travail. Oui, moi, j'ai pas besoin de votre discours. Moi, j'ai fait faire le Maroc. Donc, ça a duré pendant 2 heures. Des pas là. Ils ont cédé. Et là, je crois qu'ils ont compris à qui ils avaient vraiment affaire. Que c'était pas une potiche qui est là. C'est-à-dire il avait montré le côté dur. Que c'était pas une potiche. Vous avez fait appel à moi. Vous m'avez dit, vous êtes libre de vos mouvements. Alors, vous me laissez travailler. Ou vous ne me laissez pas, moi je vais repartir. Hein. D'ailleurs, il leur a dit. Hein. Donc, à cette époque-là, premier discours à la nation, on se souvient de la façon de parler, de la façon de communiquer, de la façon de dire, de la franchise. Je tends la main à tous les Algériens. Tout à fait. Il n'y avait pas de différence. Mais dans la réalité, il était seul, non? Tout à fait. Il était seul à ce moment-là. Il était entouré de qui? Les gens qu'il a ramenés avec lui, c'est des anciens du PRH-TD qui habitaient tous en France. À leur tête... Karim Rachid. Oui. Il y avait Djebar. L'ancien ministre de l'Éducation nationale. Oui. Et Beljoudi. Il y avait 4 ou 5 qui venaient plus de moi. C'est des gens qui ne connaissaient rien du système. Et il était entouré par qui à la présidence? Bon, Boudiaf à la présidence, ok.
Nous connaissons Oui, la présidence. c'était eux. C'était qui l'entourait? C'était son staff du PRS. PRS? Oui. Et puis son vis-à-vis, c'est qui? C'est les militaires. Non, puisque du moment que c'était... Parce que du moment que le AC, c'était une direction collégiale. Donc il travaillait avec Haroun, avec Nassar, avec Haddam et Ali Kafi. Donc c'était eux avec qui il travaillait, mon père. Nassar, c'était bien sûr la jonction armée, c'est normal. Tijani Haddam, c'était la portion islamiste. Mais on dit que, avant même de penser à Mohamed Boudiaf, les Nassar et les décideurs, comme tu les as appelés, avaient proposé à Tijani Haddam. Je ne sais pas. On dit ça. Mais apparemment, il ne l'avait pas accepté. Moi, j'ai entendu Aïd Ahmed. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Aïd Ahmed n'a jamais confirmé ni infirmé, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il pouvait travailler avec cette équipe-là? Est-ce qu'il s'entendait avec les Kafi, les Nassar, les... Bon, Ali Haroun, c'est lui, c'est l'intermédiaire. Les Haroun, d'accord. Les Tidjani, est-ce qu'il les connaissait d'abord? Jamais. Est-ce que Boudiaf connaissait les Kafi? Est-ce que Boudiaf connaissait Tijani Haddam? Est-ce qu'il connaissait Nassar? Il ne connaît pas. Il ne connaissait pas, mon père, avant. Il les a connus quand il est rentré. Mais lui, eux aussi, lui, ne le connaissaient pas. Tout à fait. C'est-à-dire une présidence collégiale constituée d'un nombre de dirigeants qui ne se connaissaient pas. Tout à fait. Tout à fait.